Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin ce soir avec une actualité internationale très chargée, le terrorisme qui a de nouveau frappé en Tunisie avec une explosion à bord d'un bus de la sécurité présidentielle faisant au moins 12 morts. Et dans ce contexte, cette image, François Hollande et Barack Obama affichent leur unité, du moins dans les mots, suite aux attaques de Paris. Mais les débuts de la coalition sont tendus avec l'avion de chasse russe abattu par la Turquie. Sur toutes ces données, le débat à suivre. Et sur le plan intérieur, c'est un contexte inédit dans lequel vont se dérouler les élections régionales. Les attentats de Paris ont créé une onde de choc qui modifie, selon les premières enquêtes, les enjeux de ce scrutin. De nombreux spécialistes en notre compagnie tout à l'heure pour analyser cette nouvelle donne. Enfin, cette question ce soir, quelles conséquences économiques dans un tel environnement? Le terrorisme peut-il durablement impacter la croissance? L'analyse tout à l'heure. Voilà donc pour le programme de votre émission. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir. Attentat en plein cœur de Tunis en fin d'après-midi. Un engin explosif a tué au moins 12 personnes et blessé 20 autres. Le bilan est encore provisoire. L'explosion a détruit un bus de la sécurité présidentielle en plein centre de la capitale tunisienne, tout près de l'avenue Mohamed V. Un état d'urgence a été promulgué pour 30 jours dans le pays. Ce soir, François Hollande condamne avec la plus grande fermeté cet attentat. En France, l'enquête avance sur les attaques de Paris. 2 des kamikazes avaient pour projet un autre attentat. Abdelhamid Abaoud et son complice, morts lors de l'assaut de Saint-Denis, projetaient de se faire exploser à la Défense le 18 ou 19 novembre. Ce soir, le procureur de la République confirme aussi qu'Abdelhamid Abaoud serait retourné au Bataclan après l'attaque. On l'écoute. En outre, la géolocalisation de la ligne présumée d'Abdelhamid Abaoud a attesté, entre 22h28 et 0h28, d'une présence dans les 12e, 11e et 10e arrondissements, et notamment à proximité de la salle de concert du Bataclan. Ainsi donc, on peut penser que Abdelhamid Abaoud est revenu sur les scènes de crime après les attentats commis sur les terrasses des cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements, et alors que la BRI intervenait encore au Bataclan. Et notez aussi que Salah Abdeslam n'est plus le seul homme en fuite. Un complice, Mohamed Abrini, a été identifié. Il est recherché. Il pourrait s'agir de l'artificier des attentats de Paris. Depuis cette terrible nuit du 13 novembre, l'état d'urgence est en vigueur partout en France. Des centaines de perquisitions et des dizaines d'interpellations. Bernard Cazeneuve en dresse le bilan. Les détails avec Mounir Soussi. Le déclenchement de l'état d'urgence a généré une vague de perquisitions administratives. Dans ce cadre, la police possède des pouvoirs élargis. En 11 jours, 1233 lieux ont été perquisitionnés, 165 personnes interpellées et 125 mises en examen. Environ 10% des opérations ont donc débouché sur des poursuites. Les signalements de cas d'intervention musclée de la part de la police se multiplient. Le ministre de l'Intérieur annonce que des rappels à l'ordre seront adressés. L'état d'urgence, c'est un élément de l'état de droit. Et on doit combattre le terrorisme avec la plus grande fermeté, mais dans le respect le plus rigoureux des règles de la République. Personnes blessées, logements dégradés. Pour certaines personnes dont les perquisitions n'ont donné lieu à aucune poursuite, l'épreuve peut être traumatisante. Le cas d'Ibrahim Malouf illustre ces ratés. Le musicien a été retenu plusieurs heures gare du Nord avant de pouvoir embarquer dans un train pour Londres. En Belgique, la capitale Bruxelles est toujours en alerte maximale face à la menace terroriste. Demain, métro et écoles doivent rouvrir. Le gouvernement fédéral a décidé de mobiliser 300 agents de protection pour sécuriser les écoles bruxelloises. Nous sommes tous français. Barack Obama affiche de nouveau sa solidarité à François Hollande. 11 jours après les attentats, il recevait le président français à Washington. François Hollande qui lui était venu chercher une réponse commune contre Daesh. Un plan de bataille qui n'a pas été réellement précisé. Mounir Soussi. Aux États-Unis, le président de la République poursuit sa tournée diplomatique pour élargir la coalition face à l'État islamique. Au cours de leur rencontre, les deux alliés ont convenu de renforcer l'échange de renseignements, durcir le contrôle des flux financiers qui nourrissent le terrorisme et de poursuivre l'effort militaire. Nous avons donc décidé, président Obama et moi-même, d'intensifier nos frappes en Syrie comme en Irak, d'élargir leur portée,
de renforcer les échanges de renseignements sur les cibles que nous devons viser. Les États-Unis assurent déjà 90% des frappes aériennes en Irak et en Syrie et ont déployé un contingent d'une 50aine d'hommes au sol. La France refuse cette option, laissant aux forces locales l'engagement sur le terrain. Toujours à la recherche d'une coalition internationale très incertaine, François Hollande rencontrera demain Angela Merkel et à la fin de la semaine le Russe Vladimir Poutine. On passe au premier débat, évidemment, consacré à l'actualité internationale. François Hollande à Washington, cet avion russe abattu en Turquie, l'attentat de Tunis. On en parle, Sonia, avec vos invités. Oui, merci Paul. Et c'est une actualité internationale très chargée. Le terrorisme a donc de nouveau frappé en Tunisie. Une explosion a soufflé un bus de la sécurité présidentielle. Et dans ce contexte général, François Hollande et Barack Obama ont affiché leur unité, du moins dans les mots, suite aux attaques de Paris. Mais les débuts de la coalition contre Daesh sont très tendus, avec l'avion de chasse russe abattu par la Turquie. C'est aussi la chronique d'une coalition en ordre dispersé. L'analyse et le débat sur toutes ces données avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Julie Hulin. Un devoir national selon la Turquie. Un coup de poignard dans le dos selon la Russie. Cette fois-ci, la tension est montée d'un cran. Ce mardi matin, un avion de combat de l'armée russe a été abattu par l'aviation turque près de la frontière avec la Syrie. Selon le Pentagone, les Turcs avaient averti l'avion russe 10 fois avant de l'abattre. Moscou affirme pourtant que l'avion n'a jamais quitté l'espace aérien syrien. Dès cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères russe a annulé sa visite prévue en Turquie demain. Lors d'une conférence de presse commune avec Barack Obama, François Hollande a appelé à éviter toute escalade. Même position du côté de l'OTAN. Alors qu'à l'ONU, Ban Ki-moon souhaite des mesures urgentes pour apaiser les tensions. Jamais depuis les années 50, les forces armées d'un pays de l'OTAN n'avaient abattu un avion russe. Un événement qui pourrait bien compliquer les efforts de formation d'une coalition anti-djihadiste internationale. Et nos invités ce soir, Nedim Gürsel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, écrivain, essayiste turc. Merci d'être en notre compagnie. Renaud Girard, bonsoir, bienvenue, grand reporter au Figaro. Et nous accompagne également Denis Beauchard, bonsoir. Bonsoir. Ancien diplomate, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient et consultant notamment auprès de l'IFRI. Alors messieurs, d'abord, le terrorisme qui a de nouveau frappé en Tunisie, explosion d'un bus de la garde présidentielle. Renaud Girard, en plein centre-ville, à une heure de pointe, et qui vise l'une des gardes les plus sécurisées, hyper protégées du pays. Et depuis les attentats de Sousse, on dit en réalité que le terrorisme ne s'est jamais arrêté en Tunisie, que les convulsions ont toujours continué. Est-ce que c'est le cas ? On a l'impression plutôt que c'est même de pire en pire, parce que moi j'avais couvert il y a 2 ans, 3 ans, c'était l'assassinat de Choukra Belaïd, qui était une sorte d'opposant laïque, d'homme de gauche. Toute la Tunisie s'était mobilisée à ses funérailles. Eh bien, ça n'a pas empêché. Il y a eu la constitution d'un front commun entre je dirais, les islamistes modérés d'Ennahda et les laïcs. Qui ont fait un gouvernement commun, ils ont approuvé même, ils ont été capables de faire une nouvelle constitution. Et malgré cela, vous avez toujours des forces qui essayent de dérailler, parce que la Tunisie était quand même un exemple de cohabitation entre des cohabitations sereines, entre des partis politiques de tous les horizons, et où même les plus musulmans arrivent à travailler main dans la main avec les plus laïcs. Et je pense que les terroristes, les islamistes radicaux, veulent casser ce modèle, qui est le modèle tunisien, qui est en fait, le modèle tunisien serait le dernier modèle à avoir survécu aux révolutions arabes, c'est-à-dire avoir signifié une sorte de progrès. Aujourd'hui, en Égypte évidemment, aujourd'hui on a un régime militaire avec des djihadistes plein Donc le c'est le Sinaï. symbole qu'on a voulu Syrie, viser encore. Vous êtes d'accord, Denis Beauchard, la Tunisie reste aussi une cible privilégiée. Ce symbole, clairement, c'est une cible des djihadistes. Il représente tout ce qu'ils détestent. Oui, tout à fait. Et effectivement, la Tunisie vit dangereusement pour différentes raisons, et notamment parce que à ses portes, il y a la Libye qui est un incubateur de terrorisme
où de nombreux groupes radicaux existent, et en particulier Daesh qui est présent aussi bien à Sirte qu'à Darna. Et donc les frontières sont naturellement très poreuses et il y a un risque effectivement de déstabilisation, surtout que, comme le disait Renaud Girard, ce qui se passe à la Tunisie, c'est le seul modèle de réussite du printemps arabe. Même si cette mise en place d'un gouvernement démocratique se fait un peu, parfois de façon un petit peu chaotique, il y a des tensions entre Ennahda et Nahda Tunis, le parti majoritaire, et puis il y a des tensions à l'intérieur même de ce parti Nahda Tunis. Mais quand même, c'est un exemple qui est sur des rails. Et effectivement, ceci est sans doute intolérable pour les éléments radicaux et notamment Daesh. On va revenir à la Tunisie. Mais Dim Kersel, si on rappelle en l'espace d'un mois ce qui s'est passé, le nombre de victimes et le nombre de villes et de capitales touchées, c'est effrayant. Ankara, plus d'une centaine de morts. Beyrouth, l'avion russe au-dessus du Sinaï. Bamako, les attaques de Paris. C'est un terrorisme de masse. Est-ce que vous utilisez ce mot? En tous les cas, il frappe partout, sans aucune distinction. Oui, cela, à vrai dire, ne me surprend pas parce que tout cela était prévisible. En Turquie, on dit que l'Occident est resté indifférent à l'attentat d'Ankara, par exemple, ce qui n'est pas vrai. Ici même, nous avons évoqué et nous avons essayé d'analyser les motifs d'une telle horreur. Malheureusement, cela continue. En tant qu'écrivain, je me sens à la fois désarmé et révolté, mais en même temps, l'islam radical suit une stratégie. Il faut, je crois, nommer les choses par leur nom. Parce que chez nous, en Turquie, on dit, en tout cas notre président de la République dit que le terrorisme n'a ni religion, ni pays. Eh bien, quand on tue au nom d'Allah, quand on tue les innocents en disant qu'ils vengent le prophète de l'islam, je pense que ça a quand même un rapport avec l'islam. Il faut cesser de parler... Il faut poser le problème de l'instrumentalisation de cette religion la langue par de bois. ces djihadistes. Oui, c'est évidemment, c'est très inquiétant. Mais dans nos analyses, nous devons, à mon avis, nous, les intellectuels d'origine musulmane, nous devons faire cet effort et de ne pas toujours dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est pour moi la langue de bois maintenant qu'il faut quitter pour essayer de voir ce qui fait que ces gens tuent et se tuent eux-mêmes au nom d'Allah. Alors ça, c'est un discours très important. Et c'est peut-être même un déclic qui est souvent, en tous les cas, attendu. Renaud Girard, ou souhaitait beaucoup que les musulmans, on leur dit, sortez, montrez que vous êtes contre. Bien sûr qu'ils sont contre dans leur grande majorité, mais qu'il y ait un mouvement plus structuré pour voir les problèmes en face. C'est peut-être ça que l'on attend aussi. Oui, le seul qui a eu le courage de le dire, et il l'a dit devant l'université d'Al-Azhar, où il y a d'ailleurs des cheikhs assez ouverts, c'est le président égyptien Al-Sisi. Il a fait un discours à la fin de l'année 2014, je crois le 28 décembre, où il a osé dire, c'est un musulman pieux, le général Al-Sisi, son épouse aussi. Il a osé dire, nous devons nous adapter à notre temps. Nous devons, a-t-il dit, révolutionner l'islam. Et malheureusement, dans ce pays que nous aimons tous et que nous connaissons, la Turquie, je ne crois pas qu'on ait le même leadership, en tout cas au sommet de l'État. Je pense que M. vous dites Erdogan... Erdogan, pas du tout même combat. Non, Erdogan a, au départ, maintenant il est en train de changer, mais le mythe, c'est-à-dire les services secrets turcs ont beaucoup aidé les djihadistes de l'État islamique, les ont soignés, ont laissé passer les armes, on a laissé passer les hommes. Et puis aussi... il est venu à Paris, le président Erdogan, et je lui ai posé la question, c'était à l'Automobile Club devant 500 personnes, je lui ai dit, Monsieur le Président, croyez-vous que l'islam ait besoin d'une réforme, de même que le christianisme, la chrétienté ait une réforme au XVIe siècle? Il m'a répondu devant 500 personnes, non monsieur,
l'islam n'a besoin d'aucune réforme. C'était clair et net. Je suis témoin Oui. puisque j'y étais. Vous y étiez. Donc il y a eu cette réponse radicale, si je puis dire, entre guillemets. Denis Bochart, il faut qu'il y ait ce moment, cette prise de conscience, cet examen apaisé, mais sans tabou, sans faux semblant aussi. Oui, tout à fait. Je pense que cette évolution commence. Elle commence en particulier en France, où la communauté musulmane a réagi de façon beaucoup plus nette qu'après les attentats de Charlie Hebdo. Là, il y a eu effectivement une condamnation, me semble-t-il, sans équivoque, de l'ensemble des différentes mouvances de la communauté musulmane de France. Et je pense que c'est un point très, très important. Mais il y a un problème plus général, je dirais, quasi théologique. Et comme vous le savez, l'islam n'a pas de structure religieuse, ce qui complique sans doute les choses, mais on est à la recherche de l'islam des Lumières. Il y a quelques imams, quelques théologiens musulmans qui font cet effort de réflexion, mais ils sont bien solitaires. Les imams, très bien, mais Nedim Gursel, est-ce qu'il faut aussi que la société civile, en dehors du cadre très religieux, ceux qui sont de culture ou de religion musulmane, prennent les choses en main? Alors là, on parle des musulmans en Europe, parce que là, on voit bien qu'en Tunisie ou ailleurs, ils subissent également ce même terrorisme. Il n'y a aucune distinction des victimes aujourd'hui, il faut le rappeler également. Oui, tout à fait. Parmi les victimes du Bataclan, il y avait aussi des musulmans. Donc, du respect pour les gens qui croient, qui pratiquent leur religion, mais encore une fois, il faut essayer d'analyser sans, disons, crainte, c'est-à-dire pourquoi cette radicalisation, notamment des jeunes, des banlieues. Je crois que la racine du mal se trouve là, en ce qui concerne le terrorisme qui a frappé récemment la France. En Turquie, je constate qu'il y a de plus en plus de conservatisme, mais heureusement, l'islam radical ne trouve pas encore de terrain pour se développer. Pour le moment, les attentats d'Ankara, c'est vrai que l'attentat d'Ankara a été une chose horrible, mais ceux qui l'ont commis venaient de l'extérieur, disons. Alors la Turquie est au cœur de l'actualité. On va parler d'une manière plus large de coalition, même si on n'emploie déjà plus le mot de coalition, mais de coopération. Renaud Girard, Denis Bochart, est-ce que vous avez été surpris aujourd'hui? Est-ce que vous avez été surpris alors qu'on parle de semaines de tensions entre Turquie et Russie par ce qui s'est passé? Moi, je pensais que... J'étais très surpris parce que je pensais quand même que le gouvernement turc n'aurait pas osé aller aussi loin. Si au moment même où, n'est-ce pas, le président Hollande essaye de réunir une coalition avec les États-Unis, avec la Russie, bien sûr, qui est déjà en Syrie, pour que les adversaires de l'État islamique, de Daesh, aillent tous dans le même sens. Évidemment, la Turquie aurait été extrêmement utile et elle s'est permise d'abattre un avion qui avait peut-être mordu, encore il faudrait avoir les preuves, on va peut-être les avoir, qui a légèrement mordu sur l'espace aérien turc, mais qui n'a attaqué aucune cible en Turquie, n'est-ce pas? Son travail, c'était de bombarder les rebelles islamistes qui attaquent à partir du nord vers Alep et plus au sud, qui attaquent le réduit que tient encore le régime. C'est une réaction totalement disproportionnée et peut-être même grave. On se demande même si la Turquie, qui est dans les textes notre allié dans l'OTAN, est encore notre allié ou pas. Bonne question, Denis Bochart. Ceci étant, le problème est de savoir s'il s'agit d'une initiative locale ou si ça a été validé à un échelon supérieur. Compte tenu de la vitesse des Sukhoi, il est peu probable que l'ordre de tirer soit arrivé de très haut. Donc on ne peut pas exclure un loupé, je dirais un mauvais réflexe. Ceci étant, les Russes sont effectivement sans doute assez imprudents parce qu'ils effleurent les frontières non seulement en Turquie, mais dans les Pays-Bas, en Norvège, etc. Donc effectivement, ils prennent des risques. Alors le regard de Nedim, c'est quand même des avions, si vous voulez. Ce sont des avions
qui ont tiré des missiles. Oui, oui. Ce sont des avions de la chasse turque. Mais Nedim Gürsel, je crois qu'il faut tout de même préciser quelque chose. Il ne s'agit pas de rebelles islamistes comme vous venez de dire, mais des Turkmènes. C'est-à-dire, cette région est habitée par la communauté turkmène dont la Turquie se sent solidaire. Et le président Erdogan qui a dit aujourd'hui, à mon avis à juste titre, que dans cette région-là, il n'y avait pas le Daesh, mais la communauté turkmène qui se bat contre le régime. Et bon, en ce qui concerne les preuves, l'état-major turc vient de montrer les graphiques. Et d'après, donc moi je ne suis pas un spécialiste, mais ça peut être une preuve, mais peu importe. Peut-être que l'avion, comme vous l'avez dit, l'avion russe a violé juste 1 minute ou 2 l'espace aérien turc. Cela ne justifie pas du tout la réplique, à mon sens, de l'aviation turque, car c'est grave ce qui s'est passé. Je voulais tout simplement préciser que la Turquie voulait, par ce geste grave, à mon sens, montrer qu'elle était solidaire de la communauté turkmène, que la Russie apparemment bombarde en même temps que les opposants au régime de Bachar el-Assad. J'aurais aimé que les chasseurs bombardiers turcs fassent preuve du même zèle lorsque la pauvre ville de Kobané a été assiégée pendant plus d'un an. Tout le problème est là, des intérêts de cette coalition. Par les fanatiques de l'État islamique. On aurait aimé que les chasseurs de la chasse turque fassent preuve du même zèle. Denis Bochart. Ce n'étaient pas des Turkmènes, c'était des Kurdes. Mais il y a un point important, Nedim Gürsel, vous m'en parliez avant qu'on ne démarre cette émission. Vous m'avez dit qu'aujourd'hui, le président Erdogan était face au monde enseignant, je crois quelques centaines d'enseignants. Et il leur a parlé, je vais vous laisser en parler, il a évoqué cet incident, ce grave incident plutôt. Et quelle a été leur réaction? Alors j'ai été vraiment surpris car le président s'adressait aux enseignants et il leur expliquait ce qui venait de se passer, c'est-à-dire quelque chose de très grave. Et quand il a dit que les avions turcs avaient abattu un avion russe, tous ces enseignants se mirent à applaudir. Applaudir. Applaudir, mais c'est invraisemblable. Est-ce qu'on peut applaudir une telle chose, c'est-à-dire la montée de la tension, la perte des vies humaines. Donc cela me dérange vraiment. Je constate qu'il y a en Turquie en ce moment une montée de nationalisme telle que la Turquie justifie très bien cette réaction au nom de la solidarité avec les Turkmènes, et l'opinion publique, hélas, suit. Il faut préciser quels sont les calculs géopolitiques d'Ankara, Denis Bochart. Ils ont été un petit peu troublés, bousculés par ce qui s'est passé par l'intervention russe. C'est-à-dire qu'Ankara, Erdogan, pense beaucoup à l'équation kurde d'abord. Pour lui, Daesh n'avait pas été une menace primordiale. Oui, tout à fait. Enfin, jusqu'à une date récente, parce que même si ça n'a pas été formellement revendiqué par Daesh, l'attentat au mois d'octobre à Ankara est clairement venu de ce groupe terroriste. Mais effectivement, la priorité de la Turquie, c'est effectivement surtout le PKK. C'est surtout éviter que ne se crée à son flanc sud un Kurdistan syrien dominé par le PYD, c'est-à-dire en fait une antenne du PKK. Je crois que c'est ça la préoccupation première. Et puis l'autre préoccupation, c'est effectivement de faire partir Bachar el-Assad. Ceci étant, je pense qu'il y a une évolution actuellement dans la position turque. En témoigne un certain nombre de mesures répressives qui ont été prises dans un foyer dans la ville d'Adamian, dans l'est de la Turquie, contre un réseau qui relevait de Daesh. Mais vous avez dit, vous avez prononcé le nom de Bachar el-Assad. Il en a été question aujourd'hui lors de la conférence de presse commune, Barack Obama et François Hollande. Écoutez ce qu'ils en disent. Monsieur le Président, pouvez-vous, ici, aujourd'hui, devant nous donner une date précise, un deadline pour qu'Assad parte? La date, je ne vous la donnerai pas, parce qu'elle doit être
la plus rapide possible, cette date. Parce que c'est une des conditions pour que la solution soit trouvée. La France n'interviendra pas au sol. Ce sont les forces locales que nous allons accompagner, que nous aidons déjà depuis plusieurs mois, qui vont faire ce travail au sol. Une fois que nous aurons porté les coups qui permettront à ces forces-là d'agir. Oui, Renaud Girard, la France et les États-Unis rappellent que l'une des priorités, c'est le départ de Bachar al-Assad. Mais quand on rentre dans les détails, on demande par exemple, comme l'a fait la journaliste, la date, on sent qu'il y a vraiment une gêne. Elle est perceptible sur ce projet politique qui semble très évanescent. Oui, parce qu'en fait, c'est pas la priorité, le départ de Bachar al-Assad. Au départ, on a cru que Bachar al-Assad allait être renversé. Donc, les gouvernements occidentaux n'ont pas saisi une perche qui avait été tendue par les Russes pour organiser un départ en douceur de Bachar al-Assad, parce qu'ils ont cru qu'il allait partir comme Ben Ali et Moubarak étaient partis. Mauvais calcul. Aujourd'hui, c'est évidemment pas la priorité. Aujourd'hui, il faut des alliés locaux contre Daesh, contre l'État islamique. Je ne suis pas sûr que la Turquie va être l'allié le plus fiable. Je ne suis pas sûr que l'Arabie saoudite non plus va être l'allié le plus fiable, parce que finalement, c'est vous aviez cité l'Égypte, peut-être, tout à l'heure. Oui. L'Égypte est loin, parce que ces fanatiques de l'État islamique, en fait, ils ont une idéologie wahhabite qui vient d'Arabie saoudite. Je pense qu'il va falloir, et je pense qu'il est naïf de croire qu'on pourra détruire l'État islamique sans aller se battre au sol. Bien sûr qu'il faudra envoyer des... Les Américains ont exclu cette hypothèse. Des commandos. Peut-être avec une note aussi, si c'est possible, malgré toute cette actualité, ce terrorisme qui frappe de nouveau en Tunisie, ce contexte général, par une note un peu plus optimiste, Nedim Gürsel. Et là, je m'adresse à l'écrivain, à l'essayiste, au poète aussi, quelquefois, quand on voit vos textes, on dit souvent qu'on finira par vaincre, par gagner ce terrorisme. C'est une conviction également pour vous ? Oui, par exemple, j'ai été récemment à Istanbul pour présenter mon dernier livre à la foire du livre d'Istanbul. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui étaient là pour lire, pour rencontrer les écrivains, et j'ai été agréablement surpris que dans mon pays, où le conservatisme monte d'un côté, il y a aussi cette jeunesse-là qui lit, qui est ouverte au monde et qui a un mode de vie au sien, et elle n'aime pas toujours qu'on lui impose un mode de vie, et ça, c'est mon seul espoir. Et en cela, elle ressemble à d'autres jeunesses, notamment tunisiennes. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Restez avec nous. Autre sujet, mais qui est à présent lié à ce contexte. Quelles conséquences économiques dans un tel environnement? Le terrorisme peut-il peser durablement sur la croissance? C'est l'édito ce soir. Demain, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, va présenter un premier bilan des conséquences économiques des attentats. On en parle avec vous, Jean-Luc Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Est-ce que ces attentats peuvent avoir un impact significatif, Jean-Luc? On sait qu'il sera négatif évidemment, mais significatif. Alors je pense que d'ailleurs Emmanuel Macron demain, qui va essayer de nous faire un rapport sur la situation, ne pourra pas avoir une vision globale. On est à 11 jours des attentats. Faire un bilan global 11 jours après, ça me paraît tout à fait impossible. D'ailleurs aujourd'hui, la CGPME, l'organisation patronale des petites et moyennes entreprises, publiait un communiqué disant que les 2/3 des entreprises françaises ne se sentaient pas du tout impactées par ces attentats. En plus, ce que veut dire un tiers se disent impactés. Impactés, ça veut dire quoi? Que les gens discutent à la cafétéria des attentats ou disent qu'ils ont un petit peu peur, tout ça. Donc en réalité, pour l'instant, l'impact global peut être considéré comme nul. Mais si on regarde dans le détail, et comme tout le monde sait, c'est là où se cache le diable, dans le détail, évidemment, on prend des secteurs comme le tourisme, l'aérien, l'hôtellerie, la restauration. Là, on a des chutes de commandes ou bien de réservations qui vont de 20 à 50%. Et on a même dans le secteur commercial, les centres commerciaux, les grands magasins. Aujourd'hui, on sait que BHV dit, moi j'ai 50% de clients en moins par rapport à l'année dernière, 20%. Je vois dans la consommation, par exemple dans l'industrie du textile, les vendeurs de chaussures disent qu'ils ont 70% de moins de ventes. Donc ça concerne quand même beaucoup d'emplois, beaucoup de gens. Et donc le problème qui va se poser au gouvernement, c'est comment on aide ces gens-là à franchir le gap
entre le moment où ça pourrait s'améliorer et aujourd'hui où ces entreprises sont fragiles, ont des problèmes de trésorerie. On leur proposera donc, par exemple, de reporter des paiements de charges sociales, comme on a fait pour l'agriculture en cas de désastre agricole, report de paiement de TVA. Mais les sommes en jeu vont être assez faibles. Par exemple, dans le spectacle, 50% de baisse. On va leur proposer peut-être 4 millions d'euros alors qu'ils en demandent 50. Dans la restauration, ils sont également sur un chiffre comme 50. Donc il risque demain d'y avoir un peu de déception quand même. Et Jean-Louis, pour conclure, est-ce que ce contexte et le terrorisme, de manière générale, peut durablement peser sur la croissance? Alors, ça dépend de ce que vous appelez durablement. Effectivement, si ça continue comme ça, dans ces secteurs-là, qui concernent des millions d'emplois, je le répète, étant donné que la consommation est un pilier majeur de la mini-croissance française, on risque d'avoir quand même un chiffre du 4e trimestre qui ne sera pas bon. Alors durablement, si on prend les exemples étrangers, par exemple, en Irlande, où ils ont eu des mois et des mois, des années même d'attentats, en Espagne, au Pays Basque, on s'aperçoit que l'impact économique de ce genre d'événements est pratiquement nul. Ils s'en sortent toujours. C'est-à-dire que le terrorisme n'a pas véritablement d'impact. On parlait de la Turquie aussi, qui a eu de la croissance économique malgré un certain nombre d'attentats, et ça n'a pas véritablement d'impact. En revanche, là où ça a des impacts, c'est sur les équilibres sociaux. C'est-à-dire, je ne pense pas que les terroristes veulent la destruction de l'économie française, mais ils peuvent avoir un problème de fragilisation. Dans des pays, par contre... Du tissu social, oui. Et tissu social. Par contre, dans des pays, vous parlez de la Tunisie tout à l'heure, l'impact touristique est absolument majeur. Pour la Tunisie, le tourisme, par exemple, c'est 8% du PNB. En Égypte, c'est 11%. En France, c'est 2%. Donc l'impact de ce genre d'événement est relativement faible. Merci beaucoup, Jean-Luc Gombault, pour votre analyse. La suite de votre émission, il est 22h30 passé. Le rappel des principales informations de la soirée, c'est avec Paul Bouffard. La Tunisie en état d'urgence. Un attentat a frappé le cœur de la capitale tunisienne. Explosion dans un bus de la sécurité présidentielle. Au moins 12 personnes sont mortes, 20 autres sont blessées. Le bilan reste encore provisoire. Réaction ce soir de Manuel Valls. Toutes les démocraties sont la cible du terrorisme. En France, l'enquête avance sur les attaques de Paris. 2 des kamikazes avaient pour projet un autre attentat. Abdelhamid Abaoud et son complice mort lors de l'assaut de Saint-Denis projetaient de se faire exploser à la Défense le 18 ou 19 novembre. Ce soir, le procureur de la République confirme aussi qu'Abdelhamid Abaoud serait retourné au Bataclan après l'attaque. On l'écoute. En outre, la géolocalisation de la ligne présumée d'Abdelhamid Abaoud a attesté entre 22h28 et 0h28 d'une présence dans les 12e, 11e et 10e arrondissements, et notamment à proximité de la salle de concert du Bataclan. Ainsi donc, on peut penser que Abdelhamid Abaoud est revenu sur les scènes de crime après les attentats commis sur les terrasses des cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements, et alors que la BRI intervenait encore au Bataclan. Et notez aussi que Salah Abdeslam n'est plus le seul homme en fuite. Un complice, Mohamed Abrini, a été identifié. Il est recherché. Il pourrait s'agir de l'artificier des attentats de Paris. En France, la France est en état d'urgence. Et dans ce contexte, des portiques de sécurité dans certaines gares seront installés. Ségolène Royal, la ministre de tutelle des Transports, veut contrôler les accès au train Thalys entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Les explications avec Faustine Saint-Geniès. Des portiques de sécurité dans les gares qui accueillent le Thalys avant la fin de l'année. Ségolène Royal, ministre de l'écologie, l'a annoncé ce matin. La décision donc, qui est prise par le gouvernement, c'est d'installer les portiques pour le Thalys à Lille et à Paris avant le 20 décembre. Objectif, éviter que n'importe qui ne monte dans le train avec une arme ou pour y déposer un colis piégé. Une mesure déjà envisagée après les attentats déjoués du Thalys en août dernier. Autre proposition du gouvernement, des billets nominatifs pour les trains internationaux comme c'est le cas pour l'avion, ou encore des barrages filtrants pour n'accueillir que les voyageurs ou leurs accompagnants. Des annonces qui font écho aux propositions remises au gouvernement la semaine dernière par le président de la SNCF, Guillaume Pepy. S'il juge difficile la généralisation des portiques à toutes les gares, il n'exclut pas des expérimentations. Est-ce que, pour aller plus loin, on prend par exemple 1 ou 2 ou 3 grandes gares pour expérimenter le système? Ou bien est-ce qu'on essaye de le faire de façon, on va dire, aléatoire, c'est-à-dire tout le monde n'est pas fouillé, mais à certains moments, à certaines heures, sur certains trains. Avant les attentats, la SNCF investissait 400 millions d'euros annuels dans la sécurité des gares et des trains. Le coût supplémentaire de ces mesures n'est pas encore connu.
Aucun lien avec une action terroriste. Ce soir, à Roubaix, plusieurs hommes étaient retranchés avec 3 otages dans une habitation qu'ils s'apprêtaient à cambrioler. Un des occupants serait le responsable d'une agence bancaire. Tous les otages sont maintenant mis en sécurité. Information de la préfecture du Nord. Et notez qu'aujourd'hui, cette initiative du Conseil français du culte musulman, son président, Anouar Bibèche, annonce une charte de l'imam accompagnée d'une certification pour lutter contre le djihadisme. On l'écoute tout de suite. Le fait que l'imam aura suivi à la fois une formation théologique et une formation profane digne de ce nom et qu'il se serait engagé justement sur cette charte de l'imam nous permettra, nous CFCM, avec l'aide du conseil religieux que nous voulons mettre en place et qui sera donc légitime à examiner le parcours de l'imam, à pouvoir certifier et à habiliter cet imam et le cas échéant, s'il tient des discours qui sont contraires à cette charte qu'il aurait signée, de lui retirer cette habilitation d'une manière formelle. C'est une sorte de permis de conduire. On ne peut pas conduire la prière et orienter les fidèles sans qu'il y ait ce permis. Et puis, vous le savez, en juin prochain se tiendra en France l'Euro 2016 de football, et ce, malgré les menaces terroristes qui pèsent sur la France. Une compétition sous haute surveillance. Écoutez le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. D'abord, nous renforcerons les moyens de vidéoprotection. Ce sera le cas sur le Stade de France, ce sera le cas sur l'ensemble des équipements sportifs. Nous allons également, en matière de palpation de sécurité, de mobilisation des agents de sécurité privés, prendre toutes dispositions nécessaires. Le deuxième point sur lequel je souhaite insister, c'est que, bien entendu, les fan zones qui ont été souhaités par les maires comme des espaces festifs puissent être organisés. Nous mettons tout en œuvre pour cela. Tout de suite, le second débat de ce soir. La campagne des régionales est ouverte officiellement depuis hier. Comment va-t-elle se dérouler dans cet état d'urgence? Élément de réponse, Sonia, avec vos invités. Et nous consacrons ce soir notre second débat à la situation actuelle, au contexte dans lequel vont s'engager les prochaines élections régionales. Nous sommes d'abord, bien sûr, et toujours dans la période d'hommage, de deuil, dans le temps de l'enquête après les attentats. Mais le débat politique, vous le savez, a très vite ressurgi. Et déjà, les conséquences se font ressentir sur le scrutin à venir. Dans les enquêtes, le Front National est en position de force. On en parle avec nos invités ce soir. Jean-Yves Camus, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des extrémismes en Europe et co-auteur de ce livre passionnant, Les droites extrêmes en Europe, publié chez Seuil. Nous accompagne également ce soir Guillaume Tabar. Bonsoir et bienvenue, éditorialiste et rédacteur en chef politique au Figaro. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut de conseil et de sondage Polling Vox. Alors messieurs, tout d'abord de manière générale, le débat politique a repris ses habitudes. Il y a eu les annonces du président Guillaume Tabar, les réponses de l'opposition. Plus d'une dizaine de jours après les attentats de Paris et avant le premier tour des régionales, le 6 décembre prochain, est-ce qu'on peut déjà affirmer que ces attaques vont avoir un impact sur le scrutin ? Écoutez, un impact incontestablement. Surtout qu'il faut quand même le rappeler, ces élections régionales, on dit que la campagne s'arrêtait. Avait-elle vraiment commencé? Je pense que l'opinion, les Français, les électeurs que nous sommes, n'étaient pas vraiment dans un débat régional et qu'en toute hypothèse, ce débat régional aurait eu avant tout, bien sûr, une dimension strictement nationale. Alors ce qui change, c'est que le sujet majeur de débat national a changé et que la campagne va désormais se faire sur ces questions-là. Quant à l'incidence, on va la mesurer. Bon, a priori, elle paraît évidente parce qu'on est sur des questions graves, des questions de terrorisme, des questions qui renvoient aussi à des questions un peu profondes sur l'état de la société, sur les ratés de l'intégration, sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'autorité de l'État, etc. Donc évidemment, ça peut avoir une incidence sur le vote. Avec cette précaution on va sans doute en débattre, mais qu'il faut avoir, c'est que pour l'instant, on a des sondages qui mesurent une envolée de la popularité de François Hollande et dans une moindre mesure de Manuel Valls. Il faut, je pense, éviter de faire une projection, en tout cas une projection totale, de la popularité du président sur une intention de vote pour les listes qui le soutiennent. Alors vous avez raison, vous parlez de popularité, c'est toujours délicat après cette période et ces dizaines de jours juste après les attaques, mais c'est une réalité, il y a peut-être un rapport de force qui est en train d'évoluer. Jean-Yves Camus, est-ce que vous êtes d'accord avec Guillaume Tabar? L'enjeu de cette campagne, ça va être l'enjeu sécuritaire bien évidemment, mais également sociétal? C'est l'enjeu sécuritaire, c'est l'enjeu sociétal, c'est aussi, on s'en doutait un petit peu depuis l'été, la crise des migrants qui était déjà à l'ordre du jour avant les attentats, et cela renvoie à un questionnement sur lequel le Front National possède une antériorité
qui est celui relatif à l'identité nationale d'une part, et à la place de l'islam, non pas simplement dans la société française, mais sur le sol européen. Et c'est de ce côté-là, le Front National, pour lui, un avantage qu'il n'a finalement pas dit grand-chose de neuf après les attentats qu'il n'ait dit avant, et même qu'il n'ait dit il y a déjà très longtemps. Donc vous savez, c'est la phrase de Jean-Marie Le Pen, elle n'est finalement pas si fausse. Les électeurs finissent à un moment donné par préférer l'original à la copie. Alors aujourd'hui, l'original est un peu différent de ce qu'il était du temps de Jean-Marie Le Pen, mais sur le long terme, je pense qu'effectivement, le Front National peut engranger là le fruit d'une constance. J'ai remarqué que Marine Le Pen, d'ailleurs, après la séquence après les attentats, n'a finalement pas sorti, n'a pas dégainé de propositions particulièrement nouvelles. C'était finalement l'habituel programme du Front National. Il était juste dans un autre contexte, beaucoup plus profitable. C'est le cas, Jérôme Sainte-Marie, l'antériorité des sujets, comme le dit Jean-Yves Camus, alors peut-être sans les solutions, ça c'est pas à nous de juger, mais l'antériorité des sujets, aussi bien sur la sécurité, sur l'Europe passoire, sur les migrants également. Alors, on avait beaucoup parlé du fantasme de l'infiltration, en tous les cas des migrants. Il y a peut-être une réalité, c'est peut-être un cas sur une centaine, mais il y a eu peut-être un des terroristes qui a emprunté cette route des migrants. Cela fait réfléchir sur ces débats-là ? Oui, oui, effectivement. Très malheureusement, si vous voulez, maintenant, on peut comparer les effets des différentes attaques terroristes à travers le temps. Et par rapport à ce qui s'était passé en janvier, la différence majeure, enfin, une des différences majeures, c'est qu'au lieu d'avoir une grande vague compassionnelle, on a eu aussitôt un débat politique. Un débat politique sur les questions, justement, des frontières, tout d'abord, sur les relations sur Schengen, sur les migrants, effectivement, et puis aussi, ce qui est beaucoup plus original, sur la politique étrangère de la France, et notamment la relation que l'on peut avoir avec la Russie et ce que l'on doit faire en Syrie. Donc c'est un aspect positif de la période, c'est qu'on peut traiter un certain nombre de débats sur au fond, contrairement à ce qui se passait à l'époque de Je suis Charlie. Et sur tous ces sujets-là, il faut bien reconnaître que la classe politique va vers des propositions faites et des attitudes prises de manière assez isolée par le Front National. Je rappelle par exemple sur les migrants que le Front National était le seul à dire que l'accueil des réfugiés décidé par Angela Merkel en réalité, eh bien il fallait être extrêmement prudent, il n'en voulait pas. Et un sondage à l'époque montrait que 50% des Français étaient favorables à cette position du Front National qui s'opposait à la position de tous les autres partis. Même si, Jean-Yves Camus, il faut noter quand même quelques nuances. Marine Le Pen a été mise face à ces contradictions sur certains éléments, notamment le fameux fichier PNR ou en tous les cas le projet de loi renseignement. Mais vous dites que par rapport à ces nuances que peut-être on perçoit ici et là, eh bien son rouleau, oui c'est ça, vous savez, ces phrases répétées et ces sujets évoqués avant les autres font qu'elle va engranger les résultats. Moi je crois à la vertu pédagogique de l'effet de répétition, y compris en politique. Et puis d'autre part sur ce fameux fichier PNR, contradiction peut-être apparente seulement. Pourquoi ? Parce que il existe beaucoup de Français qui sont à la fois demandeurs de davantage de sécurité, y compris d'ailleurs dans les transports, parce qu'ils pensent avec raison, qu'il peut y avoir une attaque massive qui touche les transports, et puis qui d'autre part et le Front National avait déjà utilisé ce ressort-là au moment de la discussion de diverses lois qui tendaient à renforcer un certain nombre de moyens de la loi sur le renseignement. Il y a un vieux fond tout de même qui consiste à dire « je ne veux pas que mon nom apparaisse dans la base de données ». Je veux vivre tranquille, sans ingérence de l'État. C'est finalement un petit peu la même idée qui consiste à dire d'un côté aux petits commerçants le fisc vous épie, le fisc vous fiche, l'État va trop dans vos affaires. Et ces mêmes gens peuvent penser parallèlement, simultanément, qu'au fond il faut davantage d'État sécuritaire et en même temps que quand ils prennent l'avion, ils veulent tout simplement pas que leur nom rentre dans la machine. Oui, mais il y a, je pense aussi l'idée que avec ce terrorisme islamiste, c'est une catégorie bien précise d'individus que l'on veut suivre, que l'on veut repérer, que l'on veut écarter, alors que le fichier PNR, par définition, il va concerner tous les citoyens. Donc voilà, je pense que dans le discours du Front National, c'est ça, c'est-à-dire on surveille tout le monde, on ferait mieux d'en surveiller quelques-uns et ceux qui sont vraiment dangereux. Il y a aussi la droite, Guillaume Tabar, parlons-en. Chez les Républicains, il y a eu deux séquences assez distinctes. Une première quand même très très mauvaise, certains l'ont même qualifiée de lamentable à l'Assemblée nationale. Et puis un ton un peu plus différent pour les Républicains après, où il y avait une attaque un peu moins frontale pour le président. Mais on a noté aussi deux nuances entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Quelle est la position des Républicains? Oui, alors il faut voir aussi que la bataille pour la primaire s'invite dans ce débat-là, parce que en fait, le débat Sarkozy-Juppé, c'est quoi? C'est simplement que Sarkozy a dit, n'employons pas le mot unité nationale, mais Alain Juppé a dit, si, moi je veux employer ce mot.
Mais sur la position de fond, Alain Juppé lui-même a dit « Je suis d'accord avec ce que dit Nicolas Sarkozy », à savoir que l'émotion suscitée par les attentats ne devait pas interdire des questions et des questions précises formulées au gouvernement. En fait, ce qui s'est passé dans cette séquence, je pense qu'il y a eu une erreur de temps commise par Nicolas Sarkozy et une habileté également de calendrier de la part de François Hollande. L'erreur de Nicolas Sarkozy, c'est d'être parti du constat, sans doute réel, que le coup de l'unité nationale façon Charlie ne prendrait plus. Entre guillemets, on s'est fait avoir une fois avec la grande manif du 11 janvier, sans que ça n'ait changé quoi que ce soit, on ne va pas recommencer à chaque fois. Mais même si ce constat est juste, il y avait quand même ce délai de 24, 48, 72 heures au cours desquels il était encore malgré tout trop tôt pour faire entendre une voix critique. Et peut-être que les Républicains ont tapé un peu vite. Inversement, François Hollande a compris dès le début qu'il ne pouvait pas lui non plus refaire le coup de Charlie. Et c'est pour ça que dès le début, dès lundi, dès son discours à Versailles, il attaque bille en tête sur les mesures sécuritaires. Il n'essaye pas d'englober ça dans un discours plus compassionnel, plus vivre ensemble, entre guillemets, etc. Il est d'emblée sur le terrain des mesures parce qu'il sait que les Français, cette fois-ci, veulent des mesures et des mesures immédiates. Il y a une attente très forte. Vous partagez cette analyse, Jérôme Sainte-Marie? Oui, largement. Je la compléterai peut-être par le fait que derrière tout cela, il y a quand même la question de la souveraineté, la question de l'Europe. C'est-à-dire que le Front National fait le pari, non pas de faire de la surenchère, on a vu qu'au contraire, justement, dans ces derniers jours, Marine Le Pen a pris des positions plutôt contre le contrôle via le PNR ou bien le contrôle d'Internet, par exemple. Donc c'est pas du tout une espèce de surenchère sécuritaire, contrairement à son père. Et inversement, ils essayent de poser le problème sur là où ça fait mal, et là où ça fait mal notamment à la droite, c'est-à-dire la question de nos engagements européens. Parce que là, ils peuvent effectivement souligner les contradictions, notamment sur les aspects sécuritaires, sur l'aspect de Schengen, par exemple. C'est ça, c'est l'Europe, ce qu'a toujours dit le Front National d'ailleurs, sur l'Europe qui est utilisée, qui est mis en avant en ce moment, Jean-Yves Calvet. C'est effectivement ce que le Front National avait toujours dit, et il a la possibilité, là je rejoins tout à fait Jérôme Sainte-Marie, de mettre la droite devant ses contradictions, et de la mettre aussi devant son bilan, puisque finalement il y a eu des attaques terroristes lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir, et nul ne songerait d'ailleurs à l'en rendre responsable. Et puis il y a eu, oui, sur Schengen, des prises de position qui ont amené à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire visiblement à ce que l'espace Schengen, au moins à ses frontières extérieures, soit aujourd'hui un véritable gruyère. Ça, plus personne ne peut dire le contraire. Sauf que le Front National l'avait déjà dit avant tout le monde. Alors il y a deux mots très importants, et vous avez prononcé le premier, Jérôme Sainte-Marie, c'est souveraineté et nation. Et je vous pose la question à tous les trois. Ce sont des mots qu'on entendait d'abord et avant tout dans la bouche du Front National, et on les entend de plus en plus un petit peu partout. Guillaume Tabar, on a l'impression que tout le monde s'est saisi, y compris le président de la République, avec des actes et des mots de souveraineté, de cette notion de nation. Est-ce qu'il n'y a pas une reconfiguration plus large de notre paysage politique à partir de là? Tout comme on voit bien comment le symbole du drapeau tricolore, ou tout bêtement des trois couleurs de la République. Même à Notre-Dame, on a vu ces trois couleurs du bleu, blanc, rouge projetées sur un des piliers de la cathédrale. On voit bien comment ce drapeau français redevient le ciment du pays, le ciment de la nation. Et plus personne n'en a le monopole. Mais plus personne n'en a le monopole, mais c'est là où on en revient au débat que vous soulignez sur toutes les questions. C'est de ceux qui auront mis en premier le mot dans le débat politique. Vous savez, en politique, c'est pas compliqué. Il y a ceux qui imposent les débats et ceux qui suivent les débats. C'est vrai que là-dessus, il y a un autre mot que vous auriez pu citer, c'est le mot de frontière. Il est apparu tout de suite. La meilleure preuve, c'est que la toute première décision annoncée par François Hollande, je crois même dès la nuit du vendredi, c'est l'annonce d'un rétablissement des contrôles aux frontières. Alors, bien sûr, c'est des contrôles ponctuels, c'est des contrôles dans un état d'urgence. Bon, et c'est pas ce que propose Marine Le Pen, mais on dit, tiens, oui, là, dans l'urgence, on se rend compte qu'il faut contrôler davantage nos frontières. C'est sans doute que cette idée de dire, oui, les frontières, c'est quelque chose d'important et qu'il faut assurer, est aujourd'hui partagée. Donc nation, souveraineté et frontières, Jérôme Sainte-Marie, ce sont ces trois mots, ces trois concepts qui ressortent en premier dans les enquêtes en ce moment. Tout à fait. En plus, effectivement, ça se voit dans le paysage et on sent bien cette grande émotion patriotique qui saisit le pays, qui est par ailleurs plutôt rassurant parce que ça permet justement d'apaiser d'autres tensions. Il faut voir qu'effectivement, il y a eu quelques-uns à gauche, par exemple Jean-Pierre Chevènement, qui l'ont fait. Nicolas Sarkozy avait eu un grand discours, notamment sur les frontières, inspiré par Patrick Buisson essentiellement, mais
c'était resté un discours assez velléitaire, parce qu'au fond, c'est incompatible, encore une fois, avec d'autres engagements. Moi, ce qui me frappe par ailleurs, pour revenir à des questions plus prosaïques sur les régionales, c'est qu'à partir du moment, et ça Guillaume Tabar l'a dit, à partir du moment où on fait la campagne sur ses propres thèmes, on est forcément avec un avantage terrible. Le Front National était un peu coincé sur les sujets économiques, sur l'euro, sur tout cela, eh bien il a une chance, enfin, c'est les circonstances dans ce qu'elles sont, électorales en tout cas, c'est le fait que ça va se faire sur des sujets sur lesquels il est parfaitement à l'aise. Et les écarts sont assez impressionnants, Jean-Yves Camus, dans les enquêtes. Ce ne sont que des enquêtes, donc c'est une photographie. À un moment donné, on le rappelle à chaque fois, mais dans le Nord et en région PACA, l'écart se creuse quand même. L'écart se creuse. Alors dans le Nord, les choses étaient déjà, à vrai dire, un petit peu engagées avant les attentats. Moi, ce qui me frappe, c'est aujourd'hui l'avance de Marion Maréchal Le Pen en PACA au premier tour. Alors ensuite, toutes les configurations sont possibles, hein, encore une fois, pour savoir combien de listes seront présentes au second tour. Je pense par ailleurs qu'en région PACA, au moins, il sera extrêmement compliqué que les électeurs de gauche se déplacent au second tour pour voter pour une liste qui serait une liste commune, ou pour qu'ils se reportent d'ailleurs sur la liste conduite par Christian Estrosi. C'est probablement la région dans laquelle cette attitude sera la plus difficile à tenir. Comme en plus, il s'agit d'une région confrontée de manière ancienne à une demande d'identité et à une attitude vis-à-vis de l'immigration qui est tout de même assez particulière dans la géographie politique française, les circonstances sont effectivement réunies. Et puis même si elle ne gagne pas cette région, Marion Maréchal aura de toute façon, je crois, transformé assez largement l'essai au point de vue de son image et de sa capacité à mobiliser. Oui, Guillaume Tabar, il y a aussi le gouvernement. On le voit bien à travers les différents sondages et enquêtes, et c'est tout à fait normal qu'il y ait une forme de mobilisation derrière François Hollande, qui est aussi le chef des armées. Donc il y a toute une symbolique. On a évoqué hier sur ce même plateau des débats qui étaient très différents dans le reste de l'Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie, où il remettait un petit peu en cause cet unanimisme autour non pas d'un va-t-en-guerre, mais de cette réaction que nous avons eue nous tout de suite, parce que nous avons été touchés, c'est normal, à notre cœur, après les attentats. Est-ce que ces débats-là risquent de venir, peut-être pas encore maintenant, c'est pas le moment, mais un peu plus tard, doucement, on va se poser les questions de l'efficacité de cette coalition, de notre réaction rapide. Est-ce qu'on a retenu les leçons de l'histoire de l'Irak, par exemple? Oui, alors, d'abord, on voit bien qu'il y a une prise de conscience de la nécessité quand même de changer de regard, notamment sur la Russie. Et ça, je crois qu'il y a maintenant un consensus du Front National jusqu'à la gauche pour dire qu'on ne peut pas régler la question du terrorisme, la question de l'État islamique, sans mettre d'une manière ou d'une autre la Russie et la Russie de Vladimir Poutine dans le jeu. Et ça, je pense que c'est un acquis irréversible. Même Alain Juppé, qui a toujours été sur une ligne très, très distante, et sur la Syrie encore plus aussi, de refus de prise en compte de l'État de Bachar el-Assad, Alain Juppé dit bah oui, c'est vrai, j'ai évolué sur cette question. Donc il y a ce consensus qui est en train de se reformer, qui est quand même quelque chose de nouveau en France, qu'on a toujours eu cette tradition, pour faire bref, une tradition plutôt russophile, et une tradition plutôt pro-américaine, qui d'ailleurs partageait les sensibilités politiques, hein, à droite. La filière gaulliste plutôt plus russophone, la filière démocrate chrétienne plus américanophile, et le PS aussi sur une ligne plus atlantiste que d'autres. Bon, François Hollande était sur cette ligne plus atlantiste. Et là, on voit bien comment il essaye de récupérer. Et le fait que cette semaine, il soit un jour à Washington, un jour à Moscou, montre bien qu'il essaye de reconstituer tout ça. Bon. Ensuite, une fois que tout le monde a dit, bah oui, il faut maintenant une coalition unique pour lutter contre l'État islamique, on voit bien qu'il ne suffit pas de des intérêts aussi. Voilà, on voit bien, l'actualité du jour nous montre aussi que la question du rôle de la Turquie montre bien aussi qu'il ne suffit pas de dire ça y est, maintenant on est tous d'accord pour faire la guerre là-bas pour que ce soit facile à faire. Voilà, et que ce soit une guerre. Mais pour l'instant, Jérôme Sainte-Marie, ces interrogations, elles ne ressortent pas dans les enquêtes. Hein. On a passé le moment de sidération, on est dans le moment, il y a l'émotion, il y a le deuil, il y a les hommages, mais on n'est pas encore dans la remise en question des grandes décisions qui ont été prises. Dans les enquêtes, non. Enfin, pour les enquêtes, ça montre un sursaut de l'image de l'exécutif, mais qui est assez modéré. Genre, il passe de 20 à 27%, par exemple, pour François Hollande. C'est pas plus qu'au mois de janvier, et compte tenu des circonstances, c'est pas non plus extraordinaire. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de sentiments qui sont en train de se faire jour. D'une part, la brutalité des changements politiques, de politique étrangère et de politique sécuritaire. Cette brutalité, alors, elle est chantée par certains zélotes du Parti socialiste comme une capacité d'adaptation extraordinaire. Vous dites brutalité. De François Hollande, bah oui. Certains disent pragmatisme.
Pragmatisme, c'est très curieux, parce que c'est des événements qui étaient parfaitement prévisibles, qui étaient prévus par plus de 80% des Français dans les enquêtes, la survenue d'attentats terribles. Et quand ça survient, tout d'un coup, on lâche tout. C'est-à-dire qu'on a critiqué George Bush, on a critiqué les Américains, le Patriot Act, et là, tout d'un coup, il n'y a plus aucune l'état de droit, tout ça, finalement, tout ça est très négociable, et on lâche tout. On lâche tout. Alors non seulement ça pose un petit problème intellectuel et moral, mais en plus je pense que très concrètement au niveau électoral, je pense qu'il y a pas mal d'électeurs à la gauche du Parti socialiste, voire au sein du Parti socialiste, qui vont être un peu surpris après avoir vu un ralliement, un certain libéralisme économique, de voir un ralliement et un certain autoritarisme que l'on a tellement dénoncé quand c'était fait par les Américains. Vous partagez cette analyse, autoritarisme et brutalité, en tout cas changement, évidence, virage sécuritaire à plus de 180 degrés. Oui, mais compte tenu de l'ampleur des attentats, même si effectivement la communauté du renseignement, et même au-delà, disait qu'ils étaient prévisibles, et que passez-moi l'expression, tout cela nous tomberait sur le dos tout de même assez vite. La brutalité des attentats telle qu'elle a été vue par les Français leur a fait comprendre, je crois, que le vocabulaire « nous sommes en guerre » était un vocabulaire approprié. Et si on est en guerre, et qu'on est en guerre contre un ennemi qui prend ses ordres à l'extérieur, eh bien, le combat doit se mener à la fois sur le front intérieur et sur le front extérieur. Ce qui, d'une certaine manière, peut légitimer l'action de la France à l'extérieur, qui n'est pas nécessairement lisible dans le détail, vous savez, pour les lecteurs qui ne voient pas nécessairement les subtilités entre le Front al-Nusra et l'État islamique, qui n'est pas forcément très au fait de ces questions-là, mais qui se dit, enfin, compte tenu de la façon dont nous avons été frappés au cœur, eh bien, il est normal qu'on aille finalement frapper là où sont les commanditaires. Alors maintenant, l'état de droit, je pense qu'il faut tout de même dans tout cela rester extrêmement serein, allons-y, parce qu'il existe quand même assez peu de chances pour que l'état d'urgence débouche sur des entorses majeures à l'état de droit et qu'il débouche sur, on va dire, une modification majeure du paysage politique français qui irait à l'encontre des libertés fondamentales. On a un état d'urgence qui va durer 3 mois. Mais qui peut croire sérieusement, mis à part les habituels de la gauche qui crient au fascisme pour un rien, que nous allons ressortir de cette période avec un état de droit qui sera considérablement liberticide. Bon, franchement, ça n'est pas très crédible. Vous n'y croyez pas et on va rester prudent et serein. C'est votre mot pour aller au-delà, Guillaume Tabar, et conclure, aller au-delà de l'échéance des élections régionales. Est-ce qu'on peut parler quand même d'une reconfiguration du paysage politique? Je vous pose une nouvelle fois la question parce que les termes qui ont été utilisés, cet engouement pour l'armée, la Marseillaise chantée à pleine gorge et tout cela, est-ce que bien les partis politiques vont s'en saisir davantage et il peut y avoir une proximité idéologique entre certains et puis un basculement pour d'autres? Je crois, premier point, c'est que ça confirme une évolution globale de notre société et de l'état d'esprit des électeurs. Souvent, très rapidement, on dit que la société se droitise. Alors le mot, il est un peu générique, on peut lui faire dire tout et son contraire, mais en tout cas, l'insistance sur les valeurs d'autorité, d'ordre, de nation, de patriotisme, etc., bah oui, si on considère qu'elles ont été plutôt historiquement portées par la droite, même si sur le temps long, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, oui, on peut dire que la société évolue dans ce sens-là et que tous les partis sont contraints de s'évoluer. Le deuxième point, c'est une évolution, là encore, qui n'est pas liée aux attentats, qui est une évolution qu'on constate finalement depuis le début du quinquennat de François Hollande, c'est que c'est en train de se structurer un authentique tripartisme, et allons jusqu'au bout, avec 3 forces quasiment égales, et ce qui veut dire que chacune peut gagner. On le voit aujourd'hui, chacun des 3 grandes forces politiques peut gagner des régions, et donc potentiellement peut gagner. Alors ensuite, comme on est dans un système fondé sur la présidentielle, et que la présidentielle, elle, on est sur un choc frontal, l'un contre l'autre, la question c'est, est-ce que un camp est capable de passer d'un tiers à une grosse moitié? Pour l'instant, on le sait pour la gauche et pour la droite, on ne le sait pas encore pour le Front National. Toutes ces conséquences dans les prochains scrutins régionaux et puis bien sûr au-delà présidentiel. Merci beaucoup messieurs pour ce débat et cette analyse. La suite de votre émission, une parenthèse à présent, c'est votre séquence là, folle, l'histoire des lois. Vous le savez, on rappelle la naissance, l'évolution des lois. Regardez. Bonjour, allez-y, c'est dans la salle de bain au fond à gauche. Il y a une fuite sous l'évier. Merci. Le fameux plombier polonais n'est-il pas travailleur, efficace, docile et somme toute bon marché? C'est bien ce que pensaient nos ancêtres les Francs,
qui firent plusieurs razzias en Europe centrale afin d'y capturer les populations. D'où le mot esclave, qui est une déformation du mot latin slavi, slave, esclavie, esclave. Intéressant, non? Sous les Carolingiens, si une femme libre voulait s'unir à un esclave, on lui présentait une épée et une quenouille. Si elle choisissait la quenouille, c'est qu'elle décidait d'épouser l'esclave et le devenait elle-même. Si elle choisissait l'épée, c'est qu'elle renonçait à cette union infamante, mais devait tuer son fiancé par l'épée. La quenouille. Réfléchis, mon petit poussin! Au cours du Moyen-Âge, les esclaves se mêlent à la paysannerie. Certains deviennent même propriétaires. Du coup, ceux qui n'ont pas de maison sont considérés comme des meubles, tandis que ceux qui en ont une sont considérés comme des immeubles. Alors, c'est vrai que c'est un bien assez atypique, mais il a des très beaux volumes, il est hyper bien exposé. C'est vraiment un produit sympa, Karine. Non mais enfin, pourquoi il m'appelle Karine? L'esclavage disparaît ensuite progressivement, mais refait son apparition sous l'Ancien Régime avec la traite des Noirs. Louis XIV promulgue le fameux Code noir, texte odieux qui légitime tous les sévices et les abus. On la ramène-moi là, hein? Certes, l'article 42 interdit au maître de torturer l'esclave, mais c'est sous peine de sa confiscation. Confisqué. Ah oui, bon en même temps ça m'arrange parce que là, vu son état, je savais plus trop quoi en faire. En 1848, l'esclavage est aboli. Mais il faudra attendre la loi du 5 août 2013 pour que l'esclavage, qui consiste à traiter autrui comme sa chose, soit qualifié de crime. Eh, bougez pas mon vieux, là, vous allez me faire tomber. Oh, on n'est plus servi de nos jours. Et il est 23h passé, tout de suite le rappel des principales informations de la soirée avec Paul Bouffard. Attentat en plein cœur de Tunis. Au moins 12 personnes sont mortes et 20 autres sont blessées. Un engin explosif a détruit un bus en plein centre de la capitale tunisienne, tout près de l'avenue Mohamed V. Pour aller plus loin, on retrouve tout de suite en direct de Tunis Rachid Chérif. Vous êtes journaliste au Courrier de l'Atlas. Que sait-on de cet attentat survenu contre un bus de la garde présidentielle? Bonsoir. Alors, ce soir, il n'est toujours pas possible de savoir s'il s'agissait d'une bombe placée à bord ou d'un attentat suicide. Alors, ce qu'on sait en revanche, c'est qu'après un premier bilan de 6 morts, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a bien confirmé le bilan de 14 morts, une vingtaine de blessés, dont 2 dans un état grave. Alors, toutes ces victimes sont de jeunes officiers et des agents de la garde présidentielle, tous âgés de moins de 30 ans. Rapidement, des images ont commencé d'ailleurs à circuler sur les réseaux sociaux, montrent un bus complètement éventré et calciné. Alors oui, le lieu de l'attentat est en plein cœur de Tunis, à moins de 400 mètres du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, pas loin non plus de l'avenue Bourguiba, qui était particulièrement fréquentée cette semaine en raison d'un festival cinématographique grand public. Et les secours également, c'est une heure de pointe, donc les secours ont du mal à sécuriser le périmètre. Les corps, les blessés et certains passants d'ailleurs, qui sont également de potentiels témoins, ont été acheminés dans plusieurs hôpitaux, notamment l'hôpital Charles-Nicolle et l'hôpital des forces de sécurité en banlieue de Tunis. Rachid, et peu de temps, oui. Le président tunisien s'est exprimé tout à l'heure à la télévision. Il a décrété l'état d'urgence pour 30 jours. A-t-il fait d'autres annonces? Alors, peu d'annonces. Il a paru tendu avec le Premier ministre à ses côtés. Donc, un état d'urgence de 30 jours, comme le permet la loi, qui est assorti pour cette nuit au moins d'un couvre-feu qui a débuté à 21h et durera jusqu'à 5h demain matin. Donc un couvre-feu qui concerne tout le Grand Tunis, une mesure qui n'avait plus été appliquée depuis début 2011 et les événements de la Révolution. Merci beaucoup Rachid. Aux États-Unis, Barack Obama a reçu aujourd'hui François Hollande. Nous sommes tous Français. Le président américain affiche sa solidarité. François Hollande qui lui était venu chercher une réponse commune contre Daesh. Un plan de bataille qui n'a pas été réellement précisé. Mounir Soussi. Aux États-Unis, le président de la République poursuit sa tournée diplomatique pour élargir la coalition face à l'État islamique. Au cours de leur rencontre, les deux alliés ont convenu de renforcer l'échange de renseignements, durcir le contrôle des flux financiers qui nourrissent le terrorisme et de poursuivre l'effort militaire. Nous avons donc décidé, président Obama et moi-même, d'intensifier nos frappes en Syrie comme en Irak, d'élargir leur portée, de renforcer les échanges de renseignements sur les cibles que nous devons viser.
Les États-Unis assurent déjà 90% des frappes aériennes en Irak et en Syrie et ont déployé un contingent d'une 50aine d'hommes au sol. La France refuse cette option, laissant aux forces locales l'engagement sur le terrain. Toujours à la recherche d'une coalition internationale très incertaine, François Hollande rencontrera demain Angela Merkel et à la fin de la semaine le Russe Vladimir Poutine. Et on en parlait tout à l'heure, l'avion russe abattu par la Turquie aujourd'hui. Un soldat russe a été tué en Syrie lors de l'opération de sauvetage avortée des 2 pilotes de chasse. L'un des deux est d'ailleurs mort dans les airs alors qu'on lui tirait dessus depuis le sol. Information de l'état-major russe. En France, l'enquête avance sur les attaques de Paris. 2 des kamikazes avaient pour projet un autre attentat. Abdelhamid Abaoud et son complice mort lors de l'assaut de Saint-Denis, projeté de se faire exploser à la Défense le 18 ou 19 novembre. Ce soir, le procureur de la République confirme aussi qu'Abdelhamid Abaoud serait retourné au Bataclan après l'attaque. On l'écoute tout de suite. En outre, la géolocalisation de la ligne présumée d'Abdelhamid Abaoud a attesté, entre 22h28 et 0h28, d'une présence dans les 12e, 11e et 10e arrondissements, et notamment à proximité de la salle de concert du Bataclan. Ainsi donc, on peut penser que Abdelhamid Abaoud est revenu sur les scènes de crime après les attentats commis sur les terrasses des cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements, et alors que la BRI intervenait encore au Bataclan. Et notez aussi que Salah Abdeslam n'est plus le seul homme en fuite. Un complice, Mohamed Abrini, a été identifié, il est recherché. Il pourrait s'agir de l'artificier des attentats de Paris. Au Sénat, la commission mixte paritaire sur la loi immigration a échoué. Les parlementaires avaient adopté une version musclée du texte, conçue pour faciliter l'intégration des migrants. Les détails avec Flora Sauvage. C'est un échec. Députés et sénateurs n'ont pas réussi à trouver un accord sur le projet de loi sur le droit des étrangers, malgré la volonté de la droite sénatoriale de durcir le texte. Les événements récents nous invitent à être beaucoup plus vigilants sur le contrôle aux frontières et à faire en sorte que des personnalités indésirables ne s'introduisent pas en France en invoquant des droits qu'en réalité ils n'ont pas. Quota d'étrangers, durcissement des conditions de regroupement familial. Après les attentats du 13 novembre, les sénateurs de droite avaient espéré que le gouvernement rejoindrait leur ligne, sans succès. Ici au Sénat, la majorité de droite avait mis la barre très haut en détricotant le texte, en supprimant ce qui était le cœur du dispositif, c'est-à-dire le titre pluriannuel de 4 ans, et puis également pour des raisons d'affichage politique, en mettant en place des mesures qui étaient des signaux pour l'électorat du Front National, comme cette histoire de quotas, comme la fin de l'aide médicale d'État. Désormais, ce sont les députés qui auront le dernier mot. Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale explique sa position. C'est très difficile de lier le texte concernant le droit des étrangers, qui nous est proposé par le gouvernement depuis plusieurs mois, aux événements actuels. Parce que je ne veux pas faire d'amalgame entre le statut des étrangers qui sont durablement dans notre pays et les terroristes. Du reste, un certain nombre de ces terroristes étaient de nationalité française. Le texte doit revenir à l'Assemblée nationale début janvier. Les sénateurs qui ont adopté ce soir la partie recette du budget 2016, après l'avoir modifiée, ils attaquent à présent la partie dépenses, où le gouvernement pourrait ajouter 600 millions d'euros pour renforcer la sécurité après les attentats. Autre information, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a reçu le Conseil français du culte musulman. Son président, Anouar Bibesh, annonce une charte de l'imam, accompagnée d'une certification pour lutter contre le djihadisme. On l'écoute tout de suite. Le fait que l'imam aura suivi à la fois une formation théologique et une formation profane digne de ce nom et qu'il se serait engagé justement sur cette charte de l'imam nous permettra, nous CFCM, avec l'aide du conseil religieux que nous voulons mettre en place et qui sera donc légitime à examiner le parcours de l'imam, à pouvoir certifier et à habiliter cet imam et le cas échéant, s'il tient des discours qui sont contraires à cette charte qu'il aurait signée, de lui retirer cette habilitation d'une manière formelle. C'est une sorte de permis de conduire. On ne peut pas conduire la prière et orienter les fidèles sans qu'il y ait ce permis. On passe maintenant à la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens demain. On va commencer, Paul, avec la une de La Croix. Une une en forme de message de paix avec le début de la visite du pape François en Afrique. 6 jours entre le Kenya, l'Ouganda et la Centrafrique.
L'un des enjeux de ce voyage, le dialogue interreligieux. La Croix qui dévoile également le projet du gouvernement pour mettre en œuvre les centres de déradicalisation de certains jeunes. Une mesure qui devrait débuter début 2016. On passe à l'Express, Paul, avec un entretien exclusif du président. Exactement, François Hollande répond aux questions de l'hebdomadaire. Au cours de l'entretien, les suites des attentats, bien sûr, mais également la conférence climat, la COP21 à Paris lundi prochain. La France triomphera des périls, affirme le chef de l'État. Une interview accompagnée d'un dossier de 30 pages. L'Obs à présent et une photo pleine page. Exactement, Sonia. Un exemplaire du Coran entre les mains d'une jeune femme. Et l'hebdo qui titre « Le Coran dévoilé ». L'Obs qui donc, après sa fameuse série Corpus Christi, nous invite à la découverte du texte du prophète Mahomet. Et puis l'Obs qui enquête également sur les failles de l'antiterrorisme, à lire page 40. On va conclure avec Libération demain. Le journal consacre sa une à la guerre en Syrie. Ce titre sur les vrais alliés. Avec, vous noterez Sonia, une parenthèse sur le mot « vrai ». Le quotidien qui s'interroge sur les relations véritables qu'entretient la France avec l'Arabie Saoudite, la Turquie ou encore la Russie. Des pays, note le quotidien, aux intérêts contradictoires et qui ne facilitent pas la tâche contre le terrorisme international de François Hollande. Voilà, à lire dans Libération demain. Merci beaucoup Paul, merci à vous. Comme tous les mardis à présent, à suivre, eh bien, ce sont les moments choisis de l'émission politique de Public Sénat, Preuve par 3. Et l'invité ce soir, c'est le député Les Républicains, Thierry Solaire. À tout à l'heure. Est-ce que vous craignez, puisqu'il y a une question d'actualité qui se pose, que le Sukhoi russe qui a été abattu par la Turquie à la frontière avec la Syrie tout à l'heure remette en question justement l'ambition française d'une vaste coalition contre le groupe État islamique? Bon, alors d'abord sur ce sujet international. Oui. Depuis des mois, qu'est-ce que nous réclamons? Je pense notamment à Bruno Le Maire, dont je suis proche. Oui, que vous soutenez. Je soutiens. Même s'il n'est pas encore officiellement candidat. Oui, on pour 2017. Nous verrons tout cela. Mais qu'est-ce que nous réclamons? Nous réclamons à François Hollande depuis des mois qu'il prenne l'initiative d'une coalition internationale au niveau de l'ONU, des Nations Unies, pour qu'il y ait une intervention unanime au sol en Syrie, parce qu'on ne sortira pas de la situation de l'État islamique sur le territoire syrien et sur le territoire irakien sans une seule coalition internationale. Et donc pour cela, nous disions deux choses. Un, il ne faut pas faire du départ de Bachar el-Assad un préalable à tout. Et deuxièmement, il faut reprendre langue avec les Russes, parce que les Russes sont une grande nation, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur ces deux points-là, vous pouvez dire aussi que François Hollande vous a entendu. Depuis des mois, nous montrons cela. Depuis des mois, nous savions, il y avait eu beaucoup d'attentats en France. Il y avait eu des attentats du mois de janvier. Il y a eu d'autres attentats. Certains ont été déjoués. Certains, on a pu bénéficier de chance. Je pense à l'attentat du Thalys. Le Premier ministre nous a dit à de multiples reprises, ce que nous savions tous, c'est que la France était confrontée à des attaques terroristes. Je ne suis pas très heureux de constater tous ces mois perdus pour que le président de la République change enfin complètement de pied sur un plan diplomatique et fasse maintenant de sa priorité l'élimination de l'État islamique et pas une autre. La diplomatie, c'est de chercher ses intérêts stratégiques. L'intérêt stratégique de la France, me semble-t-il... Il n'aurait pas fallu attendre, selon vous, les attentats du 13 novembre, c'est cela. Mais aujourd'hui... Mais c'est facile de dire aujourd'hui. Oui. Moi, j'entendais encore M. Le Drian, il y a quelques semaines, de nous expliquer que l'intervention au sol n'était réclamée par aucun État, qu'elle n'était pas la solution, et qu'il ne fallait pas retravailler avec les Russes tant que l'affaire ukrainienne n'était pas réglée. Et, les militaires ont toujours dit, les militaires français, qu'il fallait aussi une intervention au sol. La question est de savoir de la part de qui. Alors, ne polémiquons pas et avançons. Aujourd'hui, donc, le président de la République, après cet attentat qui a coûté la vie à 130 de nos compatriotes, change d'avis et veut mobiliser une grande coalition. Je m'en réjouis, je me félicite qu'il soit aujourd'hui aux États-Unis et qu'il rencontre l'ensemble des grands leaders européens et occidentaux, notamment à l'occasion de la COP21, pour qu'il y ait cette grande coalition. Mais j'ai vu la première résolution des Nations Unies qui s'est réunie la semaine dernière. Elle ne règle pas encore toutes les ambiguïtés. On voit bien encore... Elle donne un feu vert quand même. Elle donne un feu vert, mais elle n'est pas sous le bon chapitre en particulier. Et il n'y a pas une large coalition, tous ensemble, pour aller sur le territoire syrien éradiquer l'État islamique. Et vous me parlez, la question que vous me posez, c'est par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui avec les Russes. Voilà. La première question que j'ai envie de poser au président de la République, c'est est-ce que les Russes sont nos alliés? J'ai compris que la marine russe épaulait notre porte-avions Charles de Gaulle dans la zone. Écoutez, aujourd'hui, on a eu une question au Parlement, à l'Assemblée nationale, d'un député, les Républicains, qui interpellait le Premier ministre sur les sanctions à l'endroit de la Russie. On ne peut pas être allié avec la Russie. Vous considérez qu'il faut les lever? Bien sûr. D'accord. On ne peut pas être... Mais là, ma question portait peut-être plus sur la Turquie. Est-ce qu'il faut l'incriminer? Est-ce que la Turquie cherche, en abattant cet avion russe aujourd'hui, il y a quelques heures, à torpiller les efforts de Paris, notamment, pour monter cette grande alliance entre les Occidentaux et la Russie?
Moi, je pense que nous avons, le président Hollande et l'ensemble des grands pays, ont à demander des comptes très précis à la Turquie sur ses alliés. La Turquie est censée être notre allié dans cette affaire. Tout le monde est lié contre le terrorisme aujourd'hui et la prise de conscience générale est en train d'exister. Est-ce que c'est le cas de la Turquie vraiment pour vous? Eh ben, c'est la question précise et pas rapide qu'on doit poser au gouvernement turc en lui demandant de clarifier tout cela. Est-ce que la Turquie... Ce n'est pas un bon signal de voir l'armée turque en train d'abattre un avion russe. Est-ce que la Turquie nous met un coup de poignard dans le dos, comme pour reprendre l'expression de Vladimir Poutine? Il a raison? En tout cas, ce n'est pas un comportement qui est très rassurant. Il y a beaucoup de suspicions à l'endroit de beaucoup de pays. Et moi, je demande ce que la France demande à tous ces pays, à ces pays du Golfe, à ces monarchies du Golfe, à la Turquie, de clarifier d'urgence leur position. Est-ce que oui ou non, ils sont à nos côtés pour lutter contre l'État islamique, qui est une menace directe pour nos pays, directe pour la France. La France est l'un des principaux pays visés par l'État islamique. Nous l'avons encore revu le 13 novembre dernier. Et cette urgence diplomatique, elle est importante. Je suis persuadé que le président de la République le fera. Alors, clarifier. Est-ce que nous devons également, nous, clarifier nos relations, par exemple, avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, selon vous? Je pense que s'il y a des suspicions de comportement de ces monarchies du Golfe à l'endroit de ces organisations terroristes, qu'elles doivent être levées d'urgence. Et que la priorité numéro 1 n'est pas de vendre des avions à ces pays. La priorité, c'est ce qu'on fait pourtant. On le fait beaucoup. La priorité numéro 1 est leur demander une clarification de leur position. Et si leur position continue à durablement ne pas être claire par rapport à nos enjeux et nos intérêts stratégiques à nous, et d'en tirer toutes les conséquences. Bon. C'est vrai. Moi, je suis persuadé que la menace que constitue ce terrorisme de l'islam radical, l'État islamique et toutes les branches d'Al-Qaïda en Afrique, ne vise pas que la France, elle vise l'ensemble des grands pays européens et les États-Unis. Mais la France est seule au front, non? Et la France, par rapport à nos alliés européens, sur tous les fronts en Afrique, est très seule à assumer, notamment en Afrique, l'ensemble des missions. Et je pense, je souhaite, j'espère que ce qui vient de se passer est une prise de conscience générale et que le président de la République, pour le coup, vous voyez, je salue ce travail-là, aujourd'hui participe de faire ouvrir les yeux à ses homologues européens notamment sur la nécessité d'avoir une réaction européenne qui soit à la hauteur de l'événement. Vous savez, il y a parfois de la défiance par rapport à l'Europe. Oui. Mais comment comment il pourrait, enfin vous voyez ce que je veux dire, comment ça pourrait être autrement quand on voit sur les sujets financiers, la crise grecque, de voir l'Europe ne réagir qu'au pied du mur. Quand on voit la crise des migrants arriver et quand on voit l'Europe ne commencer à réagir qu'au pied du mur. Et que, alors que beaucoup de pays européens, les États-Unis, dès le 11 septembre 2001, encore récemment à Boston avec cet attentat à l'occasion du marathon, d'autres pays européens, nous la France, à 2 reprises majeures dans cette année 2015, nous sommes touchés par le terrorisme, de voir que la réponse est si lente à arriver. Donc voilà. Donc on a raison aujourd'hui, par exemple, François Hollande a raison de dire le pacte de stabilité, oui, ça attendra. D'abord le pacte de sécurité. Ça, c'est une réponse. Ça, c'est une faute terrible de sa part. Je suis persuadé que la France n'arrivera pas durablement à assumer une mission régalienne nécessaire qui aujourd'hui n'est pas suffisamment mise en œuvre en ne retrouvant pas une souveraineté budgétaire. Et on n'a pas de souveraineté budgétaire quand on laisse filer les déficits. Deuxièmement, je pense que les réactions qui nous sont annoncées sur un plan intérieur ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, notamment sur un plan financier. 600 millions de plus dans le budget de l'État, ce n'est pas du tout à la hauteur d'une priorité nationale. Je vous mets ça en réverbération de 2-3 autres chiffres. Vous savez, on a payé 1 milliard d'euros à une entreprise, Ecomove, parce qu'on a changé d'avis sur l'installation de portiques pour la taxe poids lourd. Vous voyez, 1 milliard en moins dans les caisses de l'État. Si la priorité nationale, c'est la sécurité de nos compatriotes, 600 millions pour l'année 2016 ne me paraît pas être tout à fait à la hauteur. Nous, les députés, on est des contrôleurs de lieux de privation de liberté. On peut aller en prison quand on veut. Moi, j'y vais régulièrement seul ou avec des collègues. J'y suis retourné avec David Douillet la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai vu? Pour aller très simple, très vite, 3 choses. 1, des téléphones portables partout en prison. Le directeur m'a avoué qu'on avait trouvé des téléphones portables dans la cellule de détenus qui revenaient de Syrie. Quand on a un téléphone portable, c'est connecté à Internet, ça veut dire que des gens qui reviennent de Syrie et qui sont suivis pour des actes de terrorisme, ils ont un téléphone portable, ils sont en contact avec l'extérieur, voire avec l'étranger. Est-ce qu'on peut pas tout simplement installer quelque chose pour brouiller? La première chose à faire, c'est d'installer des brouilleurs. Alors on va vous répondre, ça coûte cher. Oui, bien sûr, il faut évaluer combien ça coûte. À mon avis, ça doit coûter à peu près une centaine de millions d'euros, ou 80 millions d'euros. Quand même. Voilà. Ah, c'est de l'argent. Mais est-ce que gouverner, c'est pas trouver des solutions et fixer des priorités?
Est-ce que dans le budget de l'État, qui est absolument considérable, je ne vous parle même pas du budget des collectivités locales et tout ce qui va avec, c'est à la hauteur de ne pas répondre à cette nécessité impérieuse d'empêcher des détenus qui sont dangereux de pouvoir communiquer par Internet et par téléphone avec l'extérieur. C'est une priorité. Donc, vous voyez, nous... Qu'est-ce que vous allez faire de ces constatations? Vous allez les on va saisir le gouvernement. On va saisir le gouvernement pour tout vous dire dès demain à l'Assemblée nationale à l'occasion des questions au gouvernement. Comme ça, Madame Taubira le saura. David Douillet saisira Madame Taubira de demandes très précises qui auront des impacts budgétaires. Est-ce qu'on est en capacité d'installer des brouilleurs dans les prisons françaises dans un délai rapide? Oui ou non? Oui, on l'est. On l'est techniquement. Oui, on l'est à condition qu'on ait des marges de manœuvre. Et je reviens à la question que vous posez. On ne fera pas ça en laissant glisser les déficits. Il faut donc, et c'est ça, gouverner, si on a besoin de personne à la tête de l'État, on doit faire des arbitrages. Et moi, je pense qu'il est venu le temps d'arrêter d'avoir un État en France qui est partout, et parce qu'il s'occupe de tout, fait globalement tout mal. Il faut que l'État s'occupe massivement de ses missions régaliennes. La justice, oui, peut-être la qu'il y a eu sécurité des arbitrages politique. passés aussi qui n'allaient pas tellement dans ce sens-là. Moi, j'ai 44 ans, je suis député depuis 36 mois. Je ne suis pas là pour regarder ce qu'a bien fait François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Ou Nicolas Sarkozy. Bien sûr, il y a pas si je suis longtemps que là ça. pour regarder quel est l'état de la situation de notre pays, le niveau de la fiscalité de mon pays, qu'est-ce qu'on demande comme effort à tous les contribuables qui est légitime, et derrière, qu'est-ce qu'on fait de leur argent. Et moi, je vous dis, personne n'a par l'État sur la sécurité publique dans la rue, s'il ne le fait pas bien. Personne ne le fera à sa place, personne n'a parlé de l'État de s'occupe des prisons, personne n'a parlé de l'État de s'occupe de la défense nationale. Et donc il est venu le temps d'avoir le courage, parce que c'est ça dont il s'agit, le courage politique, de prendre des décisions pour recentrer l'État sur ses missions régaliennes. Le CFCM, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman, va mettre en place une habilitation des imams. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'on pourrait s'appuyer par exemple sur eux concernant justement la déradicalisation? Pareil, c'est un sujet... qui n'est pas nouveau. Nicolas Sarkozy, pour le coup, à l'époque, quand il était président de la République, avait essayé de travailler sur ce sujet avec la création du Conseil français du culte musulman. Notre système, c'est la laïcité et c'est la République. En République, les religions se soumettent à la République. Toutes les religions, et pas l'inverse. C'est le cas de la religion catholique, ça s'est passé, rappelez-vous notre histoire, pas facilement. Ça a duré très longtemps et ça a été très compliqué. C'est le cas avec la religion juive. Dans la religion juive, il est clairement indiqué qu'on se soumet aux lois de l'État, indépendamment de ce qui est marqué dans la Torah. Et vous avez la prière à la République française qui est lue dans les synagogues très régulièrement. Il faut que l'islam de France se structure, que l'islam en France se structure, et que soit envoyé un message très clair. Avait essayé de structurer. Bien sûr, mais il fallait continuer. Il fallait continuer à travailler sur ces sujets-là. Deuxièmement, moi je pense qu'il faut, et maintenant dans les actes et pas dans les mots, expulser de France tous les imams salafistes étrangers qui profèrent des propos qui ne sont pas compatibles avec la République. On a tous vu sur plein de chaînes de télévision des exemples très précis, et il y en a beaucoup, dans beaucoup d'endroits, et ce ne sont pas malheureusement des cas isolés. Et donc c'est une urgence. Écoutez, pour faire cela, est-ce qu'il y a un problème juridique? S'il y a un problème juridique, on est ici au Parlement, réglons-le. Et puis ensuite, mettons les moyens pour avoir de l'efficacité, et faisons-le. Vous savez, dans toute structure au monde, quand vous avez un accident, quand il y a le Paris-Rio qui fait naufrage en plein océan Atlantique et vous avez plein de morts, vous avez au lendemain ce qu'on appelle un audit complet des process de sécurité, à tous les étages. Parce que c'est pas possible que ça recommence. La France, elle a été frappée massivement par le terrorisme. C'était pas la première fois. On pouvait pas dire qu'on ne s'y attendait pas. Il y a eu 130 morts. Moi, je suis parlementaire, j'ai deux fonctions, madame. J'ai deux fonctions. Je vote les lois, et je contrôle l'action du gouvernement. Et moi, je demande au gouvernement, à Manuel Valls, d'instaurer très rapidement, comme ça se passerait dans toute structure au monde, un audit très précis, non partisan, avec des députés de différentes formations politiques. C'est quoi votre audit? C'est pas une commission d'enquête, c'est un audit. À peu près la même chose. Non, parce que c'est pas judiciaire. C'est un audit précis, qu'on balaye tous les process. Comment c'est possible, le cas du passeport? Écoutez, mais uniquement dans les services administratifs ou alors également dans les mairies où on ferme les yeux parfois sur certains comportements, dans certaines entreprises aussi. Alors déjà, dans la sphère de l'État, qu'on balaye toutes les grandes procédures et qu'on fasse remonter là où il y a des difficultés et qu'on les règle pour demain, elles n'existent plus. Franchement, c'est pas très compliqué. Ça se passe comme ça partout. Moi, je faisais l'audit avant d'être parlementaire. Croyez-moi, quand vous avez une entreprise très compliquée qui a beaucoup de problèmes, on audite, on voit là où il y a des problèmes, on les règle. Que l'État le fasse. Le principe d'une commission parlementaire, c'est que les gens qui témoignent devant vous prêtent serment, donc ça vous permet, si vous voulez, d'encadrer les choses. C'est tout, ça revient à peu près au même. Mais moi, je ne suis pas juge, je vois bien l'usage de la commission d'enquête parlementaire. Je ne suis pas là pour qu'on crée un outil judiciaire. Je suis là pour qu'on crée un audit technique de contrôle
contrôle de l'action du gouvernement. Qu'on aille sur place, comme on l'a fait avec David Douillet en prison. Quand vous allez en prison, et on n'est pas le seul à le faire, hein. Moi j'y suis allé plus de 10 fois dans des maisons d'arrêt ou dans des prisons. Vous voyez très bien les dysfonctionnements. Écoutez, qu'on fasse ça à plusieurs, gauche-droite réunis, et puis qu'on liste une quinzaine de choses à faire en urgence, et puis qu'on les fasse. Il y a une petite nostalgie en ce moment autour du service national. Pour ou contre son retour ? Alors, si on parle du service national dans la partie militaire, je suis contre. J'aimerais bien, hein, dans un monde absolu. Mais la vérité, c'est qu'on a supprimé en 1995, à peu près, je crois de mémoire, le service national, et qu'on n'a pas les militaires pour l'encadrer, et on n'a plus les bases pour l'accueillir. Donc ça me paraît assez démagogique. Après, qu'on crée un service... Certains de vos amis vont être contents de vous entendre je vous dis ce que je pense. les traiter de démagogique. Voilà, je pense que c'est pas réaliste, en tout cas, de faire cela. Par contre, d'avoir un service civique, je vous rappelle qu'il existe déjà, qu'on le généralise plus. Oui, vous savez, voilà, moi, droits et devoirs, ça me paraît bien. C'est bien de rappeler aussi le devoir les gens. On a bien eu l'impression, en vous écoutant depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, que quand même les Républicains sont très embêtés entre le devoir d'unité nationale et puis votre rôle d'opposant. Vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, hein, ce qui était que votre rôle d'opposant. Alors, est-ce que vous pensez que les Républicains, et notamment le président des Républicains, M. Nicolas Sarkozy, vous avez bien placé le curseur entre ces deux pôles? Tout le monde sait que c'est pas évident pour vous. Comment vous le ressentez? Bon, c'est très difficile, hein, au lendemain d'attentats, le rôle d'opposant, c'est pas quelque chose que les gens attendent. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils attendent quoi? Ils attendent qu'on continue d'arrêter ceux qui ont commis ces attentats terroristes, et ce n'est toujours pas le cas. Il reste des gens, on les poursuit jusqu'en Belgique, donc il y a une peur. Et c'est l'exécutif, le gouvernement, qui est à la manœuvre sur ce sujet. Mais peut-être que l'opinion, une partie de l'opinion publique française vous reproche un ton trop virulent. C'est ce qui s'est passé, j'allais en venir. Par exemple, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, la séance a été très houleuse et on a beaucoup dit, on a beaucoup entendu, on a beaucoup lu que c'était de la faute des députés républicains. Qu'est-ce qu'il en est? Vous êtes député républicain, qu'est-ce qui s'est passé à cette fameuse séance? Je ne crois pas avoir été pris une fois à crier dans l'hémicycle, je n'ai pas un mode de fonctionnement. Il y en a qui ont crié. Et vous avez à l'Assemblée nationale, je vous le dis, une quinzaine de députés à gauche et une quinzaine de députés à droite qui ont comme mode d'expression le hurlement, régulièrement, et pas que dans ces moments-là. Le problème, c'est que quand on est dans ces moments-là, ce n'est plus étonnant, c'est pitoyable. Et on a été nombreux à le dire en direct. Bon, écoutez, voilà, depuis, le calme est revenu. Et moi, ce que j'attends de ma famille politique, et elle le fait, vous savez, le matin même, on avait eu Nicolas Sarkozy qui était venu à la réunion de groupe, devant les parlementaires. Il avait eu un discours très précis, très apaisé. Il nous avait dit au démarrant de son intervention que, il nous avait dit, concernant les régionales, ça c'est pas le sujet, personne ne sait rien, on verra bien, que les Français nous regardaient tous, et que les Français, dans ces moments-là, ils regardaient les hommes politiques pour essayer de savoir qui était crédible pour apporter des réponses concrètes. Donc vous dites alors, discours apaisé de M. Sarkozy pendant la réunion de groupe, alors qu'est-ce qui s'est passé l'après-midi? Il s'est passé que, je vous dis, il y a une dizaine de personnes qui, à gauche comme à droite, crient beaucoup. Il y en a, sans les excuser cela, sans excuser leur comportement, qui étaient en colère, Quand vous êtes un député qui a... Ils ne sont pas en colère s'ils le sont en permanence. Qui était en colère. Quand vous êtes un député, ce qui n'est pas mon cas, qui a déposé une proposition de loi à de nombreuses reprises pour lutter efficacement contre le terrorisme, participer en tout cas, et qu'on vous moque, qu'on vous dit que c'est de la surenchère, qu'on vous dit que vous courez derrière le Front National, et que vous voyez le chef de l'État, le Premier ministre, arriver la bouche en cœur au lendemain de 130 morts, en reprenant exactement mot pour mot votre proposition, il y a de la colère. L'ancien policier, chef de la police, M. Squarcini, a fait une... c'est l'ancien directeur du DSCRI, je crois. Hein. Il a fait une interview à Valeurs Actuelles cette semaine où il dit qu'il y a 2 ans, il était approché par les Syriens qui lui ont dit, voilà, on est prêt à vous donner des listes de terroristes, de Français qui viennent en Syrie, mais évidemment, en échange, il faut un petit peu de coopération avec nous. Et paraît-il que le gouvernement, le nôtre, aurait refusé. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? J'ai bien sûr lu ces informations. Et d'ailleurs, j'attends des explications très claires, parce qu'il y a 2 solutions. Soit Bernard Squarcini, qui était le patron du renseignement intérieur français, ce n'est pas n'importe qui à l'époque des faits, dit vrai. Ça veut dire que les autorités syriennes et les services de renseignement syriens ont proposé à la France une liste de Français engagés dans des activités terroristes et on l'aurait refusé. Si c'est ça, c'est d'une extrême gravité, ou bien c'est faux. Et il y a des poursuites qui doivent être engagées à l'endroit de M. Squarcini parce qu'on n'a pas le droit de dire des choses de cette nature. Donc moi j'attends du gouvernement et de Manuel Valls qui nous disent exactement la vérité et qui en tirent toutes les conséquences.
Voilà pour ces moments choisis. On arrive à la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, bien sûr, pour aller plus loin avec de nombreux débats et l'entretien. Demain, mon invité sera l'écrivain, académicien et ancien ambassadeur Jean-Christophe Rufin. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.